Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours, une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Puis tiens, aujourd'hui, on va parler coaching en alimentation, on va parler cuisine végétarienne, le bien vivre, le bien manger. Voilà, c'est un beau programme. Puis vous avez remarqué, ça tombe bien, ici, on aime bien manger. Moi, j'aime manger tout. Je fais toujours des efforts quant à la musique. Moi, j'aime manger. Et pour nous parler des plaisirs du palais, nous révéler ce qui est bon, ce qui est sain, bien sûr, on a Jean-Pierre Pouvreau. Mais aujourd'hui, il n'est pas seul. Notre invité, la voilà, la grande sage de l'œsophage, l'idole des jaunes d'œufs, la maîtresse queue à domicile, la grande Manitou du faitout, la marieuse des saveurs, la tireuse de tartes, la Sainte Thérèse du basilic, virtueuse du piano de cuisine, sur le grill du matin au soir, chez vous ou dans un restaurant. Elle est à la fois au four à bois et au moulin à poivre, en Don Quichotte du moulin à légumes. Elle est défenseuse de la cuisine bio et de la cuisine de terroir. Elle part en rasade contre la malbouffe, bien décidée à valoriser les bons produits, les légumes oubliés. Malbouffe s'en va en guerre, bœuf mironton, mirontaine, constamment sur le fil du hachoir. Elle ne cesse d'explorer, d'interroger sa cuisine. Elle sait lire dans les lignes de la faim et de l'humain. Sa véritable religion, le bien-être et les casseroles. Les siennes, elles sont émaillées comme son chemin de belles rencontres, de belles réussites. C'est ce qu'elle va nous dire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Bréjon. Bonjour Nathalie Bréjon. Bonjour. Bienvenue au comptoir. Merci. On est très heureux de vous accueillir. On va parler coach en alimentation, définir peut-être ces termes-là. Mais avant, permettez-moi de vous présenter deux chanteurs. L'un de rap à fromage, 10 heures de bon appétit, qui réconcilie les œufs brouillés, retape les pâtes brisées. C'est Jean-Pierre Pouvreau, le pouqueton fenouillé. Et l'autre chanteur aussi, 10 heures aussi, du répertoire traditionnel qui réconcilie tradition, modernité. C'est Jean-Pierre Bertrand, l'Art Expo au Perrier. Soyez les bienvenus, les Jean-Pierre. Bonjour. Moi, je me sens plus. C'est vrai, vous, les cheveux gonflent. Ah ouais, là, avec on va se gormer. Ah, oui, oui. On va se gormer. Pas trop. Les pâtes avant, les pâtes arrière, les patatis, les patatas, les patatracs. Exactement. Alors, Jean-Pierre Pouvreau, qu'est-ce que vous nous réservez comme... c'est un sujet qui vous inspire, ça. Ah oui, le printemps m'inspire en général. Alors, c'est la saison où tout pousse, c'est la saison où on revit, on prend le soleil, on commence à retrouver... Enfin, on n'a pas perdu le moral l'hiver, puisque l'eau fait partie aussi de ce qu'il nous faut pour bien vivre. Et donc là, on fait ramener des fèves de printemps. Mon voisin a des fèves dans son jardin. Et donc, c'est l'occasion de penser à manger des fèves en croque-sel, avec du pain, du beurre, du pain au levain, bien sûr, et du beurre au demi-sel de Noirmoutier. Et puis, j'ai fait une soupe de fans de radis. Oui, voilà. C'est vrai que les radis, on peut les manger, mais on peut les la blancheur chez nous, de la soupe gripsou, parce que rien se perdait. Mais c'est pas très vieux comme recette. C'est une recette relativement récente. Enfin, on n'a pas de trace, non. Ça se fait depuis peut-être 30 ans quand même. Oui, à peu près une trentaine d'années. C'est la même base de recette que la soupe qu'on fait avec les pointes d'ortie. D'accord. Voilà, c'est à peu près la même. D'ailleurs, on peut mélanger les fans de radis et les orties. Oui, ça peut se marier ensemble. Il n'y a aucun souci. On en reparle dans un instant. Oui. Jean-Pierre Bertrand, la cuisine, j'imagine que vous avez matière dans les archives d'Art Expo pour témoigner. Il y a matière, mais on tourne autour du pot. C'est le cas de dire, oui, forcément. Parce qu'en fait, il n'y avait pas un si grand panel que ça de produits. Et donc, les gens, ils avaient des habitudes. On vient de parler d'il y a 30 ans des fans de radis. On entendra un témoignage autour de l'arrivée des tomates en Vendée. C'est pas au Moyen-Âge. C'est après la guerre de 14. On a l'impression qu'elles sont là. Non, c'est après la guerre de 14. Voilà. Et puis, une autre façon de cuisiner, tout dans la cheminée, tout dans l'autre. Oui, parce que là encore, le micro-ondes, il n'a pas toujours été là. Témoignages. La gazinière non plus. C'est sûr. Très bien, on se donne rendez-vous et puis vous intervenez quand vous voulez dans cette émission parce que, mais David, vous êtes assez inspiré par le sujet quand même et que vous y connaissez. Nathalie Bréjon, vous définissez, quand on va sur votre site, comme coach en alimentation et restauration. C'est quoi exactement ? Alors, coach en alimentation, en fait, c'était plus ma démarche, c'est plus d'accompagner les gens pour qu'ils puissent se nourrir différemment. D'accord. En fait. Et pousser à une réflexion À une réflexion, à changer leurs habitudes alimentaires,
et j'ai choisi aussi la cuisine végétarienne parce que l'idée c'est aussi de ne pas dire en fait tout le monde doit devenir végétarien, ouais, mais c'est plus de dire de consommer peut-être plus de saison avec des producteurs locaux de façon beaucoup plus simple, de ne pas forcément exclure la viande, mais d'en manger peut-être de moins, mais de meilleure qualité. Ouais. Ma démarche elle est plutôt dans ce sens-là. Et ça revêt plein de casquettes, coach en alimentation. Enfin, ça veut dire que ce sont des ateliers. C'est comment ça se passe? Alors en fait, coach alimentation à la base c'est pour accompagner les gens à changer leur alimentation. Ouais. Et à côté, j'ai effectivement mis en place aussi des ateliers et cours de cuisine bio-végétarienne. D'accord. En fait, pour transmettre mon savoir depuis toutes ces années, ouais, de façon le plus simple possible. Donc les cours c'est assez ludique en fait. Hein. Ouais. On est là aussi pour du partage, la convivialité, avec des recettes hyper simples que moi-même j'ai simplifiées exprès. Oui. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est que les personnes reviennent à venir en cuisine, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps, mais quand même par exemple, en un quart d'heure, une demi-heure, pouvoir se faire un plat qu'ils puissent manger en toute simplicité, revenir avec des liens familiaux et autres. Ouais. Et ça veut dire que ces cours-là, on peut les avoir où? Vous vous déplacez chez les gens? Ça peut être à domicile? Alors les cours se font, déjà j'ai un programme à l'année qui se fait donc sur La Roche-sur-Yon, puis sur Maché. D'accord, parce que vous êtes de Maché. Voilà, et ensuite je fais aussi à domicile, je me déplace chez les personnes qui souhaitent le faire soit en famille ou entre amis. Et souvent quand on pense cuisine, on imagine toute la batterie de cuisine. Est-ce que c'est indispensable, nécessaire, ou on peut cuisiner sans avoir le top du top? Alors moi aussi, ma démarche aussi dans les cours de cuisine, c'est justement ça aussi, c'est de ne pas forcément avoir plein de matériel et d'acheter plein de matériel, mais plutôt de revenir à une cuisine simple comme autrefois, c'est-à-dire un faitout, une casserole, une poêle, à la rigueur un robot, je veux dire, pour couper les choses, mais c'est tout, quoi. Je veux dire... La cuisine, pour moi, c'est pas le matériel qui est important, c'est le produit, la qualité du produit, et surtout pour moi le respect des saisons, quoi. C'est plutôt ça. Et puis le lien qu'on peut avoir avec les personnes avec qui on mange, quoi. Ouais, c'est tout un Parce ensemble. que le matériel. Enfin, pour moi, très clairement, c'est plutôt superficiel. Oui. Bon, voilà, c'est pas fondamental. C'est un moyen, quoi. C'est un moyen. On en a besoin, certes, mais on n'est pas obligé d'avoir une énorme batterie de cuisine pour faire la cuisine, quoi. Et vous avez des spécialités, qu'est-ce que vous proposez comme type de plat? Ça peut être de l'entrée au dessert, ça peut être... Alors, dans les cours, effectivement, il y a des cours avec l'entrée au dessert. Il y a aussi des cours où j'ai des thèmes très particuliers. Par exemple, moi, je fais des thèmes comme le sans gluten, des thèmes comme comment cuisiner des céréales, comment cuisiner des légumineuses. Donc là, c'est pas forcément un menu global, c'est avec des thèmes bien précis, quoi. Après, des fois, j'ai des thèmes comme avec les légumes de saison, comme la période des courges. Ça va être tout un thème sur les courges. Ça peut être des thèmes avec des produits particuliers, comme l'agar-agar, par exemple, qui est un gélifiant naturel à balle d'algues. Comment l'utiliser, parce que c'est vrai que c'est une utilisation un petit peu particulière. Donc voilà, alors ça peut être un produit, comme ça peut être un ingrédient, comme ça peut être... Puis j'imagine que vous pouvez aussi vous adapter aux demandes des gens qui auraient envie, ou soit dans leur jardin, tel type de légumes, et ils ne savent pas comment les cuisiner. Alors ça, c'est plus quand je le fais à domicile. Quand c'est à domicile, Quand c'est à domicile, après je partage avec la personne son souhait, son désir, et après là je m'adapte effectivement à ce qu'elle souhaite. Est-ce que ça s'adresse à des particuliers, mais aussi des professionnels de la restauration? Vous pouvez les accompagner dans des... Ma démarche actuelle est beaucoup plus est basée sur les particuliers. En même temps, les professionnels, pour l'instant, c'est vrai que moi j'ai une autre démarche parce que j'ai plusieurs casquettes. J'ai un certain nombre de casquettes, on va dire. Les professionnels, je les ai plus accompagnés. J'ai aussi de les accompagner en fait quand ils souhaitent créer un établissement à une tendance bio ou végétarienne, ou qu'ils souhaitent faire un complément à leur activité. Donc effectivement, j'accompagne aussi les établissements en ce sens. Dans leur démarche, dans leur mise en place, parce que quand on cuisine bio, par exemple,
bien, c'est très différent de ceux qui cuisinent, par exemple, conventionnels. Donc, la cuisine, c'est pas du tout pareil. Les légumes, tous se comportent pas de la même façon. Il y a vraiment une spécialité. On cuisine pas du tout les légumes de... C'est pas pareil pour moi. Puis il y a une forme de philosophie derrière. On prend soin des légumes, on prend soin de tout ça, quoi. Ouais. Et puis, moi, ayant un parcours... j'ai quand même exploré... j'ai exploré un certain nombre d'établissements. À la base, en fait, je suis sténo-dactylo, donc pour être très clair, voilà mon parcours. Et puis bon, c'était pas mon domaine du tout. Et après, j'ai exploré la restauration. Ouais. J'ai commencé dans des cafétérias, tout simplement, en cuisine, et ça m'a plu. Donc bon, j'ai passé un CAP, tout simplement. Et puis après, j'ai exploré un certain nombre d'établissements, que ce soit des établissements de chaîne, le monde hospitalier, le monde scolaire, le monde de la maison de retraite, aussi le saisonnier. Et puis à travers tout ce parcours, en fait, au bout d'une dizaine d'années, on va dire, la cuisine, pour moi... La cuisine, c'était bof, quoi. Clairement. J'ai eu pourtant des postes de chef et je me disais chef. Et en fait, pour être très clair, au bout de 10 ans, ça commençait à devenir éprouvant pour moi. Et je me suis dit, la cuisine, j'arrête. Ça n'a plus de sens pour moi. Ouais. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Davot, qui pour certains Vendéens connaissent, ou autres, qui est donc un passionné. Lui, il a mis en place la cuisine végétarienne depuis plus de 30 ans, un restaurant sur la ville de Nantes. Et j'ai croisé cet homme qui a un regard sur l'alimentation, pour moi, qui a tout changé ma vie, quoi, sur le plan de la cuisine. Avec un autre regard, et du coup ça m'a redonné une motivation de me dire voilà, je retourne en cuisine. Réinterroger votre cuisine. Voilà. Ouais. Et là il me fait découvrir ce que j'appelle la cuisine bio, tout simplement, avec des nouveaux produits. Effectivement, pour moi, le millet, l'agar-agar, le rapat de nouveaux produits, mais qui sont anciens. Qui sont anciens, et en même temps dont je n'avais pas la connaissance, et j'avais l'impression qu'il me parlait avec un nouveau langage dont je n'avais pas la connaissance. Et il me demande d'éplucher des légumes. Et là, je me dis waouh, parce que moi, dans mes 10 ans, l'épluche de légumes, ça se faisait presque plus, quoi. On faisait beaucoup d'assemblage, quoi. Donc, et là, c'est la grande découverte de me rendre compte qu'il fallait que j'épluche des légumes, des kilos de légumes. C'est déjà un rapport à... Et je me dis waouh, et le légume, finalement, voilà. Donc, du coup, nouvelle place du légume, nouvelle place, plein de choses, des céréales, des légumineuses et tout ça. Enfin, voilà, je découvre tout ça, et en fait, ça m'a redynamisé. Et je me dis, waouh, moi qui me disais chef, finalement, chef de rien du tout. Clairement. Chef de rien du tout, parce que quelque part, j'avais vraiment, par contre, la sensation de réapprendre un métier depuis le début, quoi. Et donc, j'ai travaillé 5 ans avec lui, et ça a été une véritable opportunité où tout a changé pour moi, quoi. Et après, donc, c'est là, au bout de ces 5 ans, on va dire, de nouvelles expériences pour moi, que j'ai du coup décidé d'accompagner effectivement des restaurateurs dans un autre regard justement de la cuisine. Et puis, en accompagnant des restaurateurs, déjà en Vendée, un restaurant bio, le Brin d'Appétit à La Roche, du coup, qui m'a demandé aussi d'être en cuisine avec eux, donc avec elle plutôt. Donc, j'ai fait cette expérience pendant 4 ans. Qui m'a beaucoup passionnée aussi, de leur transmettre et puis de revenir, de partager. Et au bout d'un moment, pareil, ça revient, c'est assez éprouvant comme métier, mais en même temps passionnant. Et je me suis dit, tout ce parcours, en fait, mon idée, ça a été de le transmettre. Et de ne plus faire derrière les fourneaux, mais de le transmettre. Et la réflexion et les questions. Voilà, et les réflexions, les questions, et puis le sens de tout ça. Et donc, ça passe à travers des cours que je donne en grande majorité aux particuliers. On ne fait pas l'économie du chemin. On y reviendra dans un instant. On a parlé alimentation, et si on mangeait, c'est maintenant avec Jean-Pierre Pouvreau. Bon appétit. Alors Jean-Pierre, ça vous parle, j'imagine? Ah ben ça me parle complètement, c'est ma philosophie totale, je ne peux que confirmer tout ça, c'est vrai. Et on parlait un petit détail sur les allergies au gluten qui sont à la mode à l'heure actuelle. J'ai appris il n'y a pas très longtemps avec un invité, c'est qu'en fin de compte, les gens deviennent allergiques au gluten avec la mode de manger du pain pas cuit. Voilà, les 3/4 des gens mangent du pain qui n'est pas suffisamment cuit. Et l'allergie au gluten, elle vient en partie de ça. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Il faut prendre du pain bien cuit. Le fait de manger le pain pas assez cuit, mais le gluten, il n'est pas arrivé
à son degré de cuisson normal, et les gens développent des allergies. Voilà un petit. C'est pour ça que dans vos recettes, vous parlez aussi souvent de pain rassis. Pain rassis et pain bien cuit. Oui, c'est ça. Pain bien cuit. Le pain, il doit être croustillant, il doit être bien cuit. Et le pain rassis, ça c'est un. Et au levain, bien sûr, qu'on peut trouver du pain au levain, c'est encore ce qu'il y a de meilleur. Voilà une petite parenthèse. Alors donc du pain rassis pour manger avec des fèves. Voilà l'aliment du printemps par excellence avec les asperges. Il y en a d'autres. Hein. Mais la fève, c'est un légume qui a disparu ou qui n'est pas à la mode, hein, et j'en parle régulièrement. On peut les cuisiner, on peut simplement les décortiquer, hein, et puis on les met en salade avec petite vinaigrette à l'huile d'olive. On peut les manger en croque au sel. Hein. Voilà, ça. Ah, moi j'adore. Voilà. On peut les manger comme on veut, avec du pain, du beurre, avec une petite vinaigrette. De la vinaigrette comme on veut, on peut rajouter du persil, on peut rajouter ce qu'on veut. Voilà un truc à penser, on peut les faire en purée. En purée, on peut mélanger aussi avec pommes de terre. Pommes de terre, mais nature en purée, nature, avec un purée. Nature. Ouais. Voilà. Donc et à côté, la soupe. À côté, voilà, envers et contre tous, c'est de la soupe de fan de radis. Et on peut voilà. Alors donc 3 bottes de radis ultra frais, bien sûr, 2 ou 3 pommes de terre, suivant ce qu'on aime plus ou moins les féculents, un gros oignon ou 2 moyens. Une demi-part de bouillon de poule, si on veut, pour donner écorcer un peu la soupe. Là, il y a un peu de crème quand même, on met un petit peu de crème, 80 g de beurre doux et 120 g de crème fraîche, cerfeuil dessus. Voilà, on fait tomber les fans de radis dans un beurre moussant, voilà, après les avoir bien lavés. Et on rajoute les pommes de terre et tous les ingrédients, on couvre d'eau et on laisse cuire ça pendant une demi-heure. Puis après, un petit coup de mixeur, voilà. Et on peut en faire pour 2-3 jours, ça se conserve bien au frigo. À déguster quand on veut. Ah ouais. Sans modération. Sans modération. On peut la conserver longtemps, la soupe, ou pas? Oh, ben oui, sans problème. Après, oui, sans problème. Non, là, pendant 3-4 jours, il n'y a aucun souci. Très bien. Mais j'aurais pu faire aussi de la soupe avec les fèves. J'aurais pu faire de la soupe avec les fèves également, mais on ne peut pas parler de tout. Non, mais prenez ça comme une commande. Prenez ça comme une commande. Monsieur Armand, soupe aux fèves. Non, mais je comprends bien. Franchement, c'est une des soupes dont je me souviens gamin. C'est vrai. Et que quand j'ai l'occasion d'avoir des fèves, je me prépare ma soupe de fèves. Et mon père, quand la soupe était détrempée, tout ça, mettait un demi-verre de vin dans sa soupe de fèves. Oui. Les souvenirs. Voilà. Là, on est dans la haute gastronomie. C'est la haute gastronomie à remettre à l'ordre du jour et à la mode, mais c'est vrai. Donc vous avez noté, une prochaine fois, soupe de fèves. Monsieur aurait envie. L'an dernier, j'ai fait des fèves à la crème, tu te souviens, avec un petit peu de crème en légumes, en purée également. Mais soupe de fèves l'année prochaine. Pas cette année, non, pas l'année prochaine. Bien, avec plaisir. Jean-Pierre Bertrand, vous aviez la parole, vous la gardez. C'est de bouche à oreille. J'avoue que quand j'ai entendu cet enregistrement, qu'on va écouter là dans un instant, j'étais très surpris parce que, comme tout le monde, je pensais que les tomates, c'était là depuis longtemps. Voilà. Et bien en fait, pas du tout. Et on a la chance, c'est que ce monsieur en parle savamment parce que tout simplement, il prétend que son père est celui qui a amené les tomates en Vendée, plus précisément autour des Sables d'Olonne, qu'il a été le premier à proposer des tomates sous les halles des Sables d'Olonne. D'accord. Ce monsieur est né en 1905 et il s'appelle Victorien Pro et il est d'Olonne-sur-Mer et on va l'entendre parler d'eau tomates. Et autrement, au niveau des légumes, par exemple, les tomates, c'est venu à quelle période Eh bien, là, on a dû commencer vers 1905 à manger des tomates dans la région. Vous étiez en avance par rapport à certains... par rapport à certains endroits, oui, parce que mon père était donc horticulteur, mais comme il n'y avait pas suffisamment de ventes de fleurs, il était obligé de cultiver des tomates, des melons et ainsi de suite. Et dès 1905, mon père faisait des tomates, mais ça ne se vendait pas tellement. Ça ne se vendait pas, il n'y avait pas question d'en faire beaucoup. Non. Et les vendait au sable? Au sable, oui. Ma mère venait tous les jours au marché.
Et donc les gens d'ici n'en consommaient pas beaucoup en fait. Très peu, très peu. En été davantage, mais hors la saison, on consommait très peu. On se méfiait de ce machin-là. Ah oui. Ah oui. Vous ne m'auriez pas fait manger de tomates crues pour un empire à ce moment-là. Cuites. Ah, ça se mangeait que cuit. Cuites, j'ai à manger. Mais crues, non, j'aimais pas ça parce qu'on m'avait fait mordre dedans, même comme ça, que je n'avais pas trouvé ça bon. Eh oui, la tomate crue. Eh oui, eh oui. Donc voilà, des révélations intéressantes. Et puis, je ne pouvais pas faire autrement que de rappeler que tous ces appareils ménagers, comme ça a été dit, tout ça c'est vraiment très récent. Hein. Et qu'avant la guerre, 39-45, quasiment tout le monde paysan de Vendée et d'ailleurs cuisinait dans l'âtre. Dans l'âtre, la cheminée. Tous ces appareils, c'est quand même relativement moderne. Même les cuisinières, c'était en ville qu'on avait des cuisinières. Mais le monde paysan, il cuisinait dans l'âtre. Donc on va entendre Henriette Guinaud, qui est de Petos. Où tous les chats sont ferrés. On cesse de le dire. Oui. Vous ne pouvez pas passer à côté. Donc voilà, elle va nous parler de la cuisine dans la cheminée. On faisait la cuisine avec quoi? Avec quoi qu'on faisait? On commençait par la marmite. Par la marmite. Ouais. La marmite. Alors, la marmite... à la cheminée ou... Dans la cheminée, la marmite, elle était... suspendue. Ouais. Elle était suspendue à la crémaillère. À la crémaillère. Donc, la marmite, elle était en quoi? Elle était en fonte. Elle était en fonte. Oui. Ouais. Elle était en fonte. Il y avait un pied aussi? Il n'y avait qu'à 3 pieds. 3 pieds, je crois, la marmite. Il n'y avait pas de pot d'engrais ou de pot en terre ou... Si, les pommejettes, comme on disait. Les pommejettes? Oui, la mojette cuite dans un pot en terre, c'était bien mieux. Et ça, vous l'avez vu ou pas? Ah si, si, j'ai vu. Il avait quelle forme, le pot? Oh, n'importe. Il y en avait plusieurs? Il y en avait plusieurs, un peu rond, oui, avec une anse. La mojette est cuisée pendant combien de temps dans ce cas? Elle est peut-être de 2 heures, je sais pas, oh oui. Ah oui, c'est aussi un rapport au temps, forcément. Oui. On n'est plus dans la même société, hein, parce que ce qui est un des éléments fondamentaux de tout ça, c'est le fait qu'un ménage, il y avait les grands-parents. Et donc, si les épouses, les jeunes femmes étaient dans les champs, au travail, il y avait le papy qui s'occupait un peu des enfants, et mamie qui vaquait aux petites activités ménagères. Donc, on n'est plus dans ces mêmes logiques. On pouvait faire mijoter longtemps parce que y avait quelqu'un en permanence. Voilà, donc... J'ai été surpris tout à l'heure, il disait que la tomate était un légume, et moi, on m'a dit que c'était un fruit. Alors, c'est un fruit ou un légume, la tomate? Alors ça, il faut demander aux spécialistes. C'est un fruit. Je pense que c'est un fruit. Oui, il me semble aussi. Vous avez la réponse alors. Ouais, je pense que c'est un fruit. Ah oui, c'est un fruit, oui, parce qu'il pousse après une fleur. Ouais, c'est ça. Eh ben voilà. D'autres questions? Non, j'ai entendu sur le reportage, vous parlez de légumes, c'est pour ça. Il me semble que c'est plus un fruit qu'un légume. Aussi, ouais. L'alimentation, c'est au cœur de notre vie. Bien manger, c'est la meilleure prévention en termes de santé. Hippocrate dit que la cuisine soit ton médicament. On voit bien à travers le témoignage, c'est un rapport au temps, c'est un rapport à la nature. C'est cette philosophie-là que vous partagez par rapport à la cuisine? Oui, tout à fait. Pour moi, comme je dis des fois, si on met le mauvais carburant dans le corps, il ne peut pas fonctionner et on ne peut pas être en forme quelque part. Hein. Ouais. Donc c'est hyper important d'avoir des bons aliments dans l'organisme aussi. Ouais. Et c'est effectivement ma philosophie. Ouais. C'est votre philosophie. Et vous avez rapporté, alors on va reparler du gâteau, mais aussi la pancarte cuisinée suppose un esprit généreux et un cœur large. On ne cuisine bien qu'avec le cœur. Pour moi aussi, oui, tout à fait. Il faut avoir ce désir, ce plaisir et garder ce plaisir aussi de manger. Et effectivement, c'est un état de bien-être. Et ça rejoint tout, voilà, d'amour, de convivialité, de partage. Enfin, ça rassemble plein de choses positives. Et là, vous nous avez rapporté un gâteau un peu particulier, peut-être. En fait, j'ai voulu utiliser... parce qu'effectivement, on parlait du sans gluten notamment, et de plus en plus de personnes sont un peu dans cette dynamique, on va dire. Et j'ai essayé de chercher une recette
En même temps, en mélangeant un produit très local de la Vendée et puis d'allier avec le sans gluten. Et en fait, c'est un gâteau au chocolat que j'ai fait avec des haricots blancs. Ah oui, de la mojette. Voilà, la mojette. La mojette. Voilà. D'accord. En fait. Marier les saveurs et les desserts avec une autre façon de la manger, même si on peut la manger en grillé, sur du pain, mais là c'était une façon d'utiliser, quoi. Ouais. Ah bah, très bien, c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux plats comme ça. Quand on va sur votre site, on se rend compte aussi que votre activité, elle dépasse aussi la cuisine. Alors c'est tout un ensemble. J'ai vu que vous étiez coach de vie aussi. Ça participe de la même dynamique. Bah, pour moi, oui, c'est une continuité de ma démarche, en fait. Je suis effectivement coach de vie, numérologue. En fait, l'idée, c'est aussi le bien-être de l'esprit. De l'esprit. Une meilleure compréhension de soi. Ouais. C'est surtout une meilleure compréhension de soi, comment on fonctionne. Et pour moi, c'est un tout avec la cuisine. C'est ce qu'on met à l'intérieur de soi et en même temps, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est tout simplement un fil conducteur de nous, ce que l'on est ou ce que l'on peut être, en fait. Très bien. Et vous avez le sentiment que les choses changent? On est dans une société qui va très vite. Il y a une vraie demande. Je trouve que ça change, oui, depuis 2-3 ans, on va dire, où il y a une espèce de questionnement qui se fait de plus en plus pour le bien-être de chacun. Je pense, on va dire que de plus en plus de personnes cherchent peut-être un petit peu le bonheur, si je puis dire. Alors la porte du bonheur, on l'a trouvée. Vous pouvez la consulter si vous voulez la trouver. Elle pourra peut-être avoir des pistes. Merci beaucoup, Nathalie Bréjon. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Et puis on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.